Alors, Jean-Dieu Vouna, ça pose un problème. Une précision. Imaginez un fournisseur, un de vos fournisseurs qui vous dit que si vous ouvrez, il ne vous fournit plus en blé. C'est une interrogation. Jean-Dieu Vouna, on est là dans un chantage. Mais pour quel objectif? Puisque s'il est convenu que c'est nous tous qui en pâtissons lorsque l'économie ne tourne pas, qui aurait intérêt à voir le Cameroun à genoux? Plusieurs. Je vous ai parlé des lobbies. Il y a d'abord les politiques que vous avez noté, cette classe politique, surtout celle de l'opposition qui est en crise d'innovation, manque d'inspiration, discrédit, errance de choix politiques, crise idéologique et autres. C'est pour cela qu'ils ne peuvent que répéter un même logiciel qui 30 ans plus tard ne peut pas donner. Et pourquoi certains Camerounais ne tirent pas les leçons et continuent d'obéir? Puisqu'il y a quand même des gens qui obéissent. La plupart de ceux qui vont... Dans le secteur, oui. Jean-Dieu Vouna, le secteur des transports, puisqu'il y a une communication qui nous parvient à l'instant, celle du ministre des Transports, qui convoque une réunion d'urgence demain en ses services, ça veut dire quand même qu'il y a des secteurs d'activité qui s'assujettissent, je mets des guillemets, à ce modus operandi. Pourquoi est-ce que des Camerounais qui ont observé 92 obéissent? J'ai parlé de la géoethnicité qui est mise en place. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous allez constater que ceux qui ont des agences de voyage appartiennent à une même communauté. Donc ils s'exécutent à un mot d'ordre. Non, on va pas être d'accord avec vous. Non, non, écoutez, toutes les communautés. Je vais vous dire quelque chose il faut le dire. Vous n'avez pas constaté que les gros porteurs n'ont pas de problème? N'entrons pas dans ce débat. Ce n'est pas. Vous posez une question. C'est une communication. Je voudrais justement on entre dans ce débat. Je disais donc tantôt que il faut simplement comprendre qu'il y a des lobbies derrière qui ont leur but. Et c'est à constater pourquoi les gros porteurs n'ont pas de problème. Pourquoi ceux qui transportent les marchandises allant jusqu'en Centrafrique et au Tchad n'ont pas de problème? Pourquoi ce n'est que le transport interurbain? Bon, même on garé avant de reprendre. Juste, pourquoi il n'y a pas arrêt? Ça veut dire qu'il n'y a pas arrêt parce qu'il n'y a pas un lobby derrière qui donne un mot d'ordre. Laissez comme disent des choses telles qu'elles sont. Vous voulez me poser la question, qu'est-ce qui se passe? Je vous réponds que les gens répondent à un mot d'ordre. Il est donc question en urgence que le gouvernement prenne les responsabilités qui sont les siennes pour amener et briser, amener ces agents à reprendre leur activité. Pourquoi ne pas faire comme le téléspectateur a proposé? S'ils ne veulent pas reprendre, il est possible que les États reprennent le secteur en main. Après la SOTUC, après le bus qui ont été des échecs? Non, écoutez, il faut toujours se dire une chose. Si l'État veut, il peut. L'État, c'est comme Dieu. Comme Dieu, tout est possible à Dieu, tout est possible à un État qui se veut sérieux et qui constate qu'il subit un chantage. Et là, c'est le chantage que l'État subit. Pour peu, il y a réunion demain. Il va falloir, et justement, je parlais tout à l'heure, qu'est-ce qui vous dit que lorsqu'il y aura réunion demain, les gens ne vont pas poser, non pas des problèmes de transport, mais des problèmes autres que si vous voulez qu'on reprenne, voici ce que nous voulons, voici ce que nous... Ils peuvent même réveiller d'anciennes doléances. D'anciennes doléances, et même, ça peut nous sortir du domaine des transports pour aller sur le plan, pour demander des problèmes au niveau politique, au niveau stratégique, la baisse du prix du carburant et autres. Il faut se dire des vérités. Pourquoi est-ce que ce n'est que ce secteur qui prend de l'ampleur? Parce qu'il y a un lobby derrière, un lobby qui exige et veut négocier, veut amener l'État à fléchir. Et ça, il faut le dire. Ça peut être un lobby ethnique, ça peut être un lobby financier, ça peut être un lobby, je sais pas, international, on ne sait pas, mais tout ce qui est clair, c'est que c'est le chantage qui est fait à l'État et il faut que l'État soit gagnant. Si l'État sort gagnant, le peuple sort aussi gagnant. Oui. Parce que tout ce qui m'intéresse en tant qu'acteur de la société civile, c'est les retombées de toutes ces réunions au niveau du panier de la ménagère, au niveau du peuple profond. C'est ça le plus important. Et c'est ça qu'il faut diriger. Si c'est les lobbies qui gagnent, ils sortiront vainqueurs et c'est le peuple qui va payer le plus cher. Parce que si le carburant, par exemple, si
réussissent à faire fléchir l'État, c'est l'augmentation du prix de transport. Par exemple, c'est le peuple qui va souffrir. Il est donc important que le gouvernement reprenne les leviers de ce domaine, des domaines stratégiques, comme le disait Timothée. C'est par où, au fil des années, le peuple subit le chantage au travers du gouvernement, et ce n'est pas normal. Merci Jean-Dieu Vouna, bonsoir à vous au studio. Pour ma part, l'État devrait créer des sociétés de transport qui vont donner du travail aux Camerounais. Cette situation profite bien à certaines classes politiques d'une ville, je ne vais pas la citer pour ne pas déjà créer des pôles de stigmatisation. Ce que le monsieur qui vient de parler dit, c'est la vérité. Rapide contribution, bonsoir. Oui, tous les Camerounais souhaitent la création d'une société de transport public. Même Hassan depuis Ngaoundéré le dit sur nos plateformes. On prend une autre contribution parmi celles qui nous parviennent à l'instant. Vous n'allez pas appeler, sinon ça va pas être possible. Alors prenons celle-ci. Monsieur Patriage Bikoro, je me préfère me tourner vers vous. Alors, lorsque l'on observe justement les inquiétudes qui prévalent sur la santé économique du Cameroun, si justement on va vers là où certains acteurs politiques officieux et même officiels veulent nous amener, est-ce qu'on pourra dire que justement on a une génération qui s'est trompée de combat? Puisqu'aujourd'hui, il est question, et c'est l'état des lieux qui nous montre que ce sont les mêmes qui sont là. Est-ce que cette génération-là, comme le disait Césaire, aura véritablement compris son rôle? Est-ce qu'elle nous aura, au sortir des indépendances, permis de franchir ce gap qualitatif qui est souhaité aujourd'hui par la jeunesse, qui elle aussi aspire à être au pouvoir? Vous avez mis le pied à l'étrier. Sauf que vous avez mis les chaussures. Vous ne pouvez pas sentir la résistance de l'étrier. Il faut faire très attention. Il ne faut pas que, en voulant solutionner un problème, vous l'aggravez. Quand je vois deux chefs d'État d'une puissance étrangère qui avaient mis le rouge sur la destination Cameroun, nous rendre visite, et au lieu de nous parler de la coopération, nous disent que les Bamileke et les Bassa ont trop souffert dans notre pays. Il faut faire attention. Donc vous attaquez à vos ennemis qui n'ont rien à foutre là-dedans. Quand vous allez à l'école, au lycée, il n'y a pas d'ennemis. Au bar, il n'y a pas d'ennemis. À l'église, il n'y a pas d'ennemis. Ce n'est que le petit noyau des hypocrites, des imposteurs que se fomente, et ils savent très bien que vous allez tomber dans ce piège. 17 ans de guerre larvée avec la Grande Nigeria. Ce n'était pas les tribus. Ce n'était pas les tribus. Ce n'était pas tout ce que vous racontez là. Après, on est allé à Boko Haram. Je crois qu'on est à la 8e année de Boko Haram. Peut-être même plus. Voilà. Ce n'était pas les tribus. La preuve est que le type même qui amène Boko Haram est nigérian. 15 ans. Il est nigérian. Il n'est pas ni d'une ethnie camerounaise ou quoi que ce soit. Il faut faire attention. Quand un chef d'État d'une puissance tutélaire au tribunal de l'histoire avec l'Afrique, parce que ce que vous semblez oublier, vous dites que vous souffrez, vous ne mangez pas et tout, mais vous ne dites pas que cette souffrance vient de la colonisation et du néocolonialisme. Vous voyez seulement maintenant. De mon interpellation, j'en viens, pour bien expliquer, j'en viens. Oui. Ce qui suppose donc, ceux qui ont passé le flambeau au sortir, justement, les années d'indépendance, est-ce qu'ils ont compris la mission qui était la leur? Ce n'est pas cela que tu échoues, justement. Puisqu'on travaille sur le subconscient de ce que vous appelez peuple, pour remettre en cause les efforts que vous faites pour être justement indépendant. Tu as prononcé le mot indépendant, qui n'existe pas dans le lexique camerounais avec les puissances occidentales. C'est-à-dire que vous-même, vous aidez l'esprit de citoyen à ne pas être en forme. Quand vous fermez le port de Douala, 18 mois, en 2025, vous qui faites l'analyse, vous ne vous rendez pas à l'évidence que ce qu'on subit aujourd'hui, c'est parti de 1990. Et ils avaient prévu qu'il y aura un moment où
La seule chose qui manque dans leur stratégie, c'est la population. C'est construit. Chaque fois qu'ils échouent, ils mettent un autre logiciel en place. Oui. C'est la population qui manque. Sauf que pour le cas du Cameroun, il y a 475 populations. Ce n'est pas le cas du Mali. Ce n'est pas le cas de la Côte d'Ivoire. Pour convaincre ces populations, comme on l'a fait dans les autres pays, ça prend un peu de temps. C'est pour cela que dans le syllogisme langagier, des employés de ces officines, dont je ne veux pas citer ici, je vous ai déjà donné quelques pistes. On a des bancs. Quand tu entends concours, vous voyez que je n'ai pas terminé la phrase. Ça vise quelque chose. Et si vous tombez dans le piège en croyant que, en oubliant de dire aux populations que dans la politique politicienne dite africaine venant de l'Occident, les programmes et les idéologies importent peu. C'est la capacité de mettre les gens à une adhésion conjoncturelle, comme on l'a dit tout à l'heure. Oui. Le frère qui avait lancé le mot concours savait là où il allait. Il savait là où il allait. Comment les frères qui ne sont pas de l'autre ethnie avaient dit en son temps que Boko Haram est arrivé au Nigeria parce que M. Biya n'a pas mis les jours glacés. Oubliant que Boko Haram était tranquille au Nigeria. Et on lui a dit qu'il y a la logique des grands Nord et des grands Sud. Il y a la logique des musulmans contre les chrétiens. Il y a la logique des francophones contre les anglophones. Eh bien, pour le cas du Cameroun, c'est ça votre chance. C'est qu'ils ont déjà expérimenté toutes les logiques qui ont marché ailleurs. Je ne vous citerai pas un pays que vous avez présenté comme un grand pays. Ils ont quand même pris plus de 5 ans à se guerroyer entre eux dans une logique d'ethnicité inutile. C'est pour ça que je dis, ce qui manque à l'appel, et c'est pour cela qu'il vaut mieux ne pas utiliser le même logiciel langagier qu'eux. Ne prononcez jamais le mot tribu. Parce que de 90 à 2025, j'allais dire de 60 à 2025, il y a eu des hybridations. Il y a des imbrications. Vous ne pouvez plus dire aujourd'hui que telle tribu dérange telle autre tribu, puisqu'entre-temps, par le phénomène des écoles, par le phénomène des églises, par le phénomène des mariages, on ne peut plus, et c'est vers ça que les autres ont réussi. Oui. À extraire ces micro-nations que l'on extrapole rien que le jour du vote. On extrapole rien que le jour du vote, en oubliant vous de dire que non, la période électorale suscite toujours de la part de ceux qui veulent un poste et qui sont des employés d'autres personnes qui, eux, veulent autre chose, qui sont des intérêts économiques. Parce que comment comprendre que les endroits où ça bouillonne le plus, c'est là où Dieu s'est assis quand même un matin et a laissé beaucoup de petites choses. Si vous avez oublié ça. Donc, et je n'ai même pas le dire, je veux le dire à basse voix, M. Biya a quand même bousillé 4 générations de rêveurs présidentiels. Oui. Peut-être c'est aussi ça pour... Non, des rêveurs présidentiels. Parce que si... Non, si tu es mu par ce que je viens de décrire tout à l'heure, si tu te rends à l'évidence que les accords de partenariat qui avaient été mis en place, sans électricité à Foumbad, sans rien, ont perduré dans le temps pour le cas du Cameroun. Ailleurs, c'était 2 ans, on en terminait, on changeait. On nous a expliqué la démocratie autrement que ce qui est la démocratie. Je vous donne 3 ou 4 exemples. Très rapidement. Très rapidement. On nous a dit ici que la démocratie, qui est d'ailleurs pour eux uniquement électoraliste, or il y a les démocraties dans les associations du village. On nous a dit qu'une bonne démocratie, c'est celle où un parti au pouvoir est remplacé à chaque élection par un parti de l'opposition. Oui. Vous connaissez la République démocratique du Congo? Oui. Vous connaissez le nom du président de la République démocratique du Congo? C'est ce qu'il dit. Il a le nom de quelqu'un dont on avait mis le prénom sur son mot opposition. Radical. Machin truc. Il a gagné les élections en RDC. Oui. Les donneurs d'ordre ont dit ce n'est pas lui qu'on avait préparé. Ça a cassé le schème d'une démocratie dont on dit qu'il faut remplacer l'opposition par le pouvoir. Pour le cas du Cameroun, à quel moment vous allez dire que M. Issa Tchourouma Bakari est pouvoir ou opposition? Ça casse. On a dit un enfant ne doit pas remplacer son père. La plus grande démocratie du monde, il paraît que c'est les États-Unis. Là-bas, ils sont allés plus loin. En dehors d'avoir fait qu'un enfant remplace son père, ils ont voulu que 2 personnages qui ont vécu dans le même lit 8 ans, que son époux revient pour remettre encore 8 ans supplémentaires. Vous n'avez fait aucun commentaire là-dessus.
C'est pour ça que moi je pense qu'au lieu de chercher les boucs émissaires, les populations sont des gens qui ne savent pas de quoi il s'agit. Elles veulent seulement travailler. Et je vous ai dit qu'elles vous ont démontré ça depuis 92. Elles ne s'occupent pas de vos dénivellations politiques. C'est pour cela qu'on veut les amener à nous aider à arriver au pouvoir. Et vous allez remarquer que les personnes qui veulent faire à tout prix là et maintenant ont un certain âge. Merci, Patriarche Bikoro. Bonsoir. J'espère que vous êtes en train d'étaler vos connaissances livresques. Il y a beaucoup d'intellectuels sur le plateau. Merci de le reconnaître. Venez au nord et vous constaterez que vous êtes hors sujet. Ces enfants qui cassent, on ne les connaît même pas. Ce sont des enfants que nous n'avons jamais vus chez nous. Ce sont des enfants très drogués et il semblerait que ce soit des problèmes de règlement de compte entre les gens d'une même localité et même souvent qui exercent le même commerce. J'ai bien fait des tours au nord et à l'extrême nord. Malheureusement, la contribution n'est pas signée. Prenons celle-ci qui nous arrive à l'instant. De mon point de vue et vu les événements qui se sont passés tous ces derniers temps, je dirais que la jeunesse est encore très naïve et précaire et pas encore prête à gouverner notre État. Merci, c'est votre avis. Bonsoir, l'erreur du Cameroun, c'est de n'avoir pas prévu le jeu d'une puissance avec Issa Chiroma et Bello Bouba. Issa ne devrait pas être candidat à cette présidentielle. Est-ce qu'il a un bon casier judiciaire? Est-ce qu'on en est encore là aujourd'hui? Donc là, Julien René, ce qui nous interpelle aujourd'hui, c'est justement les interrogations économiques. Si l'on continue dans cette voie qui est celle justement de villes mortes, est-ce qu'on peut dire qu'au-delà du Cameroun, même le flux dans la sous-région est gravement en danger si cette situation venait à perdurer? C'est ce qu'on appelle en économie les effets dominos d'une crise. Les effets dominos d'une crise sont caractérisés par ce que l'on appelle l'effet contagion. Oui. La contagion, elle est là. Vous savez, quand vous observez ce qu'on appelle la connectivité du transport, aujourd'hui, la connectivité du transport est fragilisée. Parce qu'il devrait avoir un lien entre le transport maritime et le transport. Et c'est le Premier ministère à réagir avec justement une réunion d'urgence. Justement parce que il faut bien savoir que nous sommes là au-delà même d'une crise des villes mortes au niveau du Cameroun, mais les autres pays de la sous-région en souffrent, les pays de l'Interland. Voyez-vous, le port de Douala à lui seul phagocyte près de 90% des échanges de marchandises qui sont exportés et importés à l'intérieur de la sous-région CEMAC. Est-ce que vous pouvez imaginer un peu ce que ça peut également coûter en termes de taux de croissance à des pays comme la Centrafrique et le Tchad? Oui. Parce que s'il y a une réunion au ministère actuellement, ne croyez pas que c'est un problème seulement du Cameroun. Ça veut dire que les chancelleries de la RCA... Ça veut dire qu'il faudrait convier aussi les représentations diplomatiques. Non, ça veut dire, justement, ça veut dire que... Le problème encore à l'interne devrait être réglé par le Cameroun. Ça veut dire que Bangui N'Djamena ont déjà quand même appelé le grand boss pour lui dire que mais qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que c'est, vous savez, la crise, quand elle commence, elle n'est pas seulement interne à un pays. Oui. Elle a des tentacules. Et quand vous avez, je sais pas, le malheur ou le bonheur d'être un pays de l'Interland comme la Centrafrique et le Tchad, où vous devez avoir 70 à 80% de vos marchandises que vous importez qui passent par un territoire qui est en situation crisogène et pour lequel les exportations et les importations dépendent d'un port aussi stratégique comme celui de Douala, il y a lieu de s'inquiéter. Je parlais tout à l'heure de la connectivité du transport. Vous savez, le transport en économie, c'est un peu comme les veines et les artères. Parce que le sang devient un peu le pétrole. Il y a une très grande relation là. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de transport, il n'y a pas consommation des produits pétroliers. Oui. Et c'est pour cette raison que ce secteur est le plus ciblé par ces mots d'ordre. Et n'oubliez pas que nous sortons de 2 années, n'est-ce pas, 2 années inflationnistes liées à l'augmentation des prix des produits pétroliers. Nous n'en sommes pas encore sortis, ça c'est le lieu de le dire, nous n'en sommes pas encore sortis. Et il faut quand même se le dire que si la crise perdure, il faut quand même prier que l'on n'ait pas un choc exogène, lié par exemple à la crise des produits pétroliers, encore que nous n'en consommons pas. L'État va prélever où? Ça, c'est la première des choses. Parce que le transport, c'est quoi? C'est le déplacement des flux. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, comment vous faites pour aller d'un endroit à un autre? Ça, c'est le lieu de dire. On se déplace parce qu'on va
faire du tourisme, on se déplace parce qu'on va faire des affaires, on se déplace parce qu'on va travailler, on déplace les marchandises parce que les marchandises doivent être consommées, on déplace les marchandises parce que on a besoin des intrants pour produire, pour transformer, et l'État doit également prélever. Et donc, s'il y a cette cassure entre le transport maritime et le transport routier, ça pose un problème très fondamental. Et il faut interpeller les pouvoirs publics parce que, vous savez, moi je suis le seul là qui pense que il n'y a pas de meilleur modèle économique pour tout pays à tout moment. À côté de la libéralisation à un certain moment, il faut toujours que l'État soit en position d'État-providence. Toujours prêt à intervenir. Qui a dit que l'État ne doit pas produire? Qui a dit que l'État du Cameroun ne doit pas avoir, n'est-ce pas, des compagnies de transport maritime, des compagnies de transport, des compagnies de transport routier, des compagnies de transport ferroviaire? Vous trouvez normal qu'en l'espace de 60 ans, qu'on en est encore à la seule compagnie de transport ferroviaire? Qu'est-ce que l'État fait dans ses politiques publiques? L'État peut à elle seule également. L'État doit. Merci, doit. Là, on est à. C'est-à-dire, je disais, l'État-providence doit toujours être à côté d'un État. C'est-à-dire, jouer un peu le jeu d'un coach. C'est-à-dire, le coach, qu'est-ce qu'il fait? Quand il se rend compte que là, ce joueur, ça ne va pas, il intervient. Alors, je veux savoir un moment, je veux faire extrapoler une minute, docteur Ongene. Vous êtes féru des questions économistes. Mais est-ce que vous avez l'impression que les acteurs politiques, qui parfois ont été des ténors du système, comprennent les enjeux inhérents à une déstabilisation économique du Cameroun? Lorsque l'on lance ou alors on brandit un mot d'ordre de grève ou alors de ville morte de 3 jours et qu'on veut être président du Cameroun, est-ce qu'on n'est pas en train de scier la branche sur laquelle on est assis? Vous savez, la particularité des hommes politiques, excusez-moi de le dire de manière péremptoire, c'est leur caractère un peu irrationnel en certain moment. Vous savez, il y a un auteur, Mead démontre que les choix politiques des hommes politiques entraînent toujours des anticipations irrationnelles. C'est ce que Mead démontre. C'est-à-dire, les hommes politiques, à un certain moment, ne s'intéressent pas à l'impact qu'une décision peut avoir sur un fait posé. C'est ce que Mead essaie de développer un peu dans ses travaux. On l'a vu hier, il y a quelques mois, avec le président Trump, qui a voulu influencer, ce qu'il a d'ailleurs fait, le patron de la fédérale Reserve. Il a eu, le président Trump a carrément botté en touche la directrice nationale des statistiques aux États-Unis sous le prétexte que les chiffres qu'elle présentait au public étaient des chiffres qui fragilisaient, n'est-ce pas, sa base électorale. En réalité, on est dans les anticipations irrationnelles. C'est la particularité des hommes politiques quand ils veulent atteindre leurs objectifs. C'est ce qui est constaté actuellement. Vous savez, en 1992, j'ai quand même appris que celui qui prétend avoir gagné les élections, parce que pour moi, honnêtement, moi je ne pense pas que le président Issa Chiroma pouvait gagner les élections. Bon, c'est le débat du soir. Ce n'est plus le débat. Oui, c'est plus le débat du soir. Ce n'est plus le débat. En 1992, on perdait en moyenne 5 milliards de francs CFA par jour. Lors des villes mortes. Lorsque le doyen révèle que le port a été fermé pendant 18 mois. On s'était retrouvé en une année avec une perte d'à peu près 950 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, si on essaie de regarder la croissance démographique, on essaie de regarder le parc automobile, on essaie de regarder tout ce qu'il y a eu comme dynamique du point de vue des 3 secteurs primaires, secondaires, tertiaires, ça veut dire que rendu aujourd'hui, ce sera à peu près une perte de 1500 milliards de francs CFA par jour d'abord. Essayez d'évaluer en une année, on va se retrouver à peu près à la moitié du PIB, près de 15 000 milliards de francs CFA par jour. Ces chiffres-là, comment ces chiffres-là ne peuvent pas interpeller ces hommes politiques? On est quand même un peu sérieux quand on prend ce genre d'initiative. Je rappelle que les villes mortes entraînent également ce que j'appelle les famines mortes. Quand il y a ville morte, si elle perdure, on est encore stade embryonnaire. Il peut y avoir des famines. S'il y a des famines, il y a des morts. Merci. Merci encore plus à M. Bikoro. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un téléspectateur. Quelle sagesse politique il devrait intervenir sur tous les débats pour un éveil et une éducation politique. La Libye devrait servir d'exemple au Cameroun. Alors, Timothée Somba, rapidement, 1500 milliards de pertes par jour, c'est des chiffres à donner le tournis. Mais aujourd'hui, est-ce que l'objectif n'est pas tout simplement
de faire tomber le Cameroun. Parlons comme au quartier. Lorsque l'on s'engage vers une voie qui fait perdre autant d'argent pour un pays qui essaye de se relever économiquement, est-ce que, en voulant faire tomber le président Biya, c'est pas tout le Cameroun qu'on est en train de mettre quasiment au sol? Je me fais solidaire de l'analyse de l'auteur mythe que le docteur Onguene a évoqué. Ils sont dans une logique irrationnelle. Ils ne tiennent pas compte de tout ça. Ce qui importe pour eux, c'est de faire tomber Biya. Et le lobby occidental qui les soutient, c'est que exploite leur irrationalité. Pourquoi? Si eux atteignent leur objectif de faire tomber Biya, c'est le lobby occidental qui va leur prêter de l'argent pour reconstruire le Cameroun. C'est le lobby occidental qui va gagner les marchés pour reconstruire les stations. C'est le lobby occidental qui va exporter les produits de première nécessité au Cameroun. Donc le lobby occidental ne paie absolument rien. C'est vrai, Timothée, si tu me donnes une seconde. Oui, dans la théorie keynésienne, ils oublient que le Cameroun étant un pays fragilisé, si on prend l'hypothèse qu'ils reviennent par ce chaos qu'ils veulent organiser, la reconstruction au sens keynésien du terme qui voudrait que quand on reconstruit, on crée des emplois, on booste l'économie, n'est pas possible en l'état actuel du Cameroun parce que le Cameroun a un problème d'économie de production. On n'en est pas sorti des 10 dernières années de crise inflationniste et autres. Donc la théorie keynésienne, à leur sens, même si ces États-là devaient leur prêter de l'argent, elle n'aura pas des effets dans l'économie. Et ces États, justement, ça ne relèveront pas. Oui, ils savent ça. C'est pour nous enfoncer davantage. Et on sera donc obligé de leur donner quoi? Plus de puits de pétrole. Les matières premières. Plus de matières premières. La preuve, la Libye ne s'est pas relevée aujourd'hui. Voilà. Elle ne va pas se relever. Allons-y, tu Kadhafi a été renversé. C'est la raison pour laquelle moi j'en appelle donc au sens patriotique des Camerounais. Qu'ils comprennent que c'est eux, en votant le bon diable, qui ont commis l'erreur. Parce qu'ici, j'ai claironné que l'enjeu de cette élection, je l'ai dit ici au moins 10 fois, l'enjeu de cette élection n'est pas qui va diriger le Cameroun. L'enjeu est civilisationnel. Avec quelle matrice, avec quel logiciel on va diriger le Cameroun de demain? On reste dans la dépendance néocoloniale ou on sort de la dépendance néocoloniale? Parce que le président Paul Biya aujourd'hui, sa vision qui est matérialisée, dont la matérialité est visible, c'est de sortir de la dépendance néocoloniale. Et c'est pour ça qu'on a tous ces chocs. Choc dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, choc Boko Haram. Si les Camerounais ne mettent pas ça dans la tête, que quand je vais mettre ma carte électeur le 12 octobre, on n'en est plus là, aujourd'hui, quand je vais soulever, quand je vais fermer ma boutique, c'est que je cautionne la néocolonisation. On doit en sortir. J'aime ce téléspectateur qui a exprimé son regret. Et c'est ce regret qui va faire que les prochaines séances électorales, les Camerounais soient plus lucides. Parce que l'État a compris que le libéralisme tous azimuts n'est pas bon. Non. Et le peuple camerounais qui a compris que désormais, notre ennemi n'est pas nous. Notre ennemi, c'est l'extérieur. Notre ennemi, c'est l'Occident. C'est lui, lorsqu'on va à l'élection, qu'on doit combattre et non nos frères en interne. Merci. Bonsoir Stéphane Baga et à tous les leaders de la pensée qui vous entourent. Les citoyens camerounais respectueux de l'appel aux villes mortes n'obéissent pas à Issa Chiroma Bakari. Ils essayent désespérément d'amener une élite dirigeante autiste à se pencher sur son... ou alors sur leur triste sort. Certains vous ont dit que leur enfant était à l'école aujourd'hui, un peu comme si le Cameroun se limitait à Yaoundé. Monsieur Stéphane Baga, voici donc le problème de notre pays. Cette tendance à penser que quand tout va bien pour vous, ça va aussi pour le reste du pays. Que non, il faut donner du travail aux jeunes, il faut décentraliser le pays. Le secret du pouvoir réside dans l'amour que les gouvernants sont capables de donner aux gouvernés. Rodrigue Adalbert Evina. Est-ce que lorsque l'on voit ce qui se passe, Jean-Dieu Evuna, on n'est pas très loin de ce que Rodrigue Adalbert Evina, le confrère, à qui nous disons bonsoir. C'est-à-dire... question ne vous est pas regardée. Allez-y. Que tu as dit la décentralisation. Vous savez, le Cameroun, je l'ai toujours dit et je vais répéter, c'est un construit. Nous avons commencé par une construction politique. L'économiste essaye de nous étaler le construit économique. Nous engageons aussi le construit juridique.
il faut que Adalbert Evina comprenne que l'enfant ne marche pas le jour qu'il naît. Même les politiques grandistes, c'est-à-dire ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, certainement n'avaient pas comme la compréhension de ce que c'est que l'on peut. Il y a une ras-le-bol dans l'attitude de ceux qui obéissent à ces villements. Non, écoutez. Est-ce qu'on peut faire entre la gouvernance et justement cette obéissance à deux choses modus operandi? Il y a deux choses. Oui, il y a deux choses qui sont ressorties quand même. Oui. Il y a d'un côté un peuple qui est affamé. Parce que voir Vous reconnaissez que le peuple est affamé? Oui, il y a la famille. Bon, quand je dis, quand je parle de la famille, voir on parle français. Oui, la pauvreté, il y a la pauvreté, il y a la pauvreté, il y a la pauvreté. Comme dans tous les pays du monde. Non. Moi, je ne parle pas du Cameroun en rapport avec les pays du monde. Je parle du Cameroun. Je parle du Cameroun en fonction de ses réalités, en fonction de ses vérités et en fonction de son environnement économique. Quand vous regardez une vidéo où vous voyez un jeune homme avec 3 poissons en main, c'est un message qui dit clairement qu'il y a un problème de famine, d'inflation, et l'économiste n'a cessé de le dire, qu'il y a un problème de famine, il y a un problème d'inflation. De l'autre côté, à côté de cela, il y a quand même des manipulations. C'est-à-dire, il y a des manipulations qui ont conduit au casse. Oui. Mais il y a aussi un peuple qui est pauvre, qui a besoin des emplois, qui a besoin de manger, qui a besoin d'assurer, d'être sûr que le lendemain est meilleur. Et qu'on ne rassure pas avec une mauvaise communication. Justement. Merci. Laissez-moi chuter. On va prendre un dernier avis, celui du patriarche, puisque le temps va nous manquer. Prenons l'avis du patriarche et on conclut. Puisqu'on va monter dans première chose, il ne faut pas dire aux Camerounais qu'il y a une tribu qui a fait quelque chose contre l'autre tribu. La deuxième chose, et c'est là que j'accuse les intellectuels camerounais et africains, nous sommes en train de faire un débat sur l'économie européenne au Cameroun. Quand quelqu'un vous dit qu'il meurt de famine et chaque fois qu'il a un salaire, il va chercher le riz indonésien dans une surface. Alors qu'à Fondjomokot, chaque soir que Dieu a créé, est-ce que c'est accessible? Le macabo de la maman de Fondjomokot, elle abandonne toujours ça en rentrant chez elle parce que nous avons les habitudes des gens qui ne sont pas camerounais. Il faut savoir le dire. Maintenant, depuis 2020, on a libéré le Cameroun. Et vous n'êtes pas surpris que c'est au moment où on libère le Cameroun que les gens qui auraient dû nous aider depuis 1960 commencent à vous dire économie de ceci, faites cela. Laissez chaque société, chaque nation se faire son développement en fonction de ce que Dieu lui a pourvu. Donc on va arriver à ce niveau. Mais pour le moment, nous parlons de politique. Il y aura toujours des casses. Il y aura toujours des mots d'appel à la haine. Mais le problème, c'est que ce soit vous ou que ce soit moi, sur tous les médias, sur tous les trucs, qu'est-ce que nous faisons pour qu'à la prochaine élection, nous pouvons minimiser ces choses qui reviennent toujours à chaque fois. Merci. Qu'est-ce que nous faisons? Nous, on fait le travail qui est le nôtre, celui d'appeler justement à la paix, celui d'appeler justement à la fraternité, au vivre ensemble, puisque Info TV se définit par ce label. On vous dit merci à tous ceux qui ont pu réagir à ce qui était dit sur ce plateau. Le million de contributions, malheureusement, n'aura pas pu être relayé. Les contraintes inhérentes au temps imparti à cette super production, vous les connaissez. Disons qu'on se retrouve lundi prochain lorsqu'il est 21h à Yaoundé de Cameroun pour une autre expérience panafricaine, puisque l'objectif reste le même, construire l'Afrique avec ses fils, avec les Africains. Bien le bonsoir.